Bienvenue et de retour sur The Perfcast avec aujourd'hui un sujet qui est plutôt cool, qu'on soit un coach ou un athlète. Et on va essayer d'avoir quelques idées, qu'on soit un coach qui veut mesurer les performances de ses athlètes ou qu'on soit soi-même un athlète qui veut optimiser ses performances, que ce soit dans un objectif de compétition ou de compétition personnelle. Donc pour commencer, on va essayer d'élaguer quelques-uns des termes qui sont essentiels de connaître et ensuite voir quelles sont les solutions qui sont en général très peu onéreuses, contrairement à ce qu'on pourrait croire, à mettre en place. Et aussi et surtout qui sont très simples à mettre en place. Déjà pour commencer et le dire vite, il suffit de prendre un tableau Excel, donc ça demande juste un peu de temps et d'aimer un petit peu les chiffres, mais basiquement cette solution ne coûte que 0 €. Et ensuite, il y a l'expérience qu'on fait avec The Perf Club qui essaie de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire de très simple à mettre en place et de peu onéreux et qui soit le plus fiable possible comparativement à des outils comme la mise en place de GPS ou des outils qu'on doit multiplier par rapport au nombre d'athlètes qu'on a, qui coûtent plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros. Et donc avec cet outil The Perf Club, on essaie de mettre en place les outils qui sont les plus simples et les moins chers et qui soient le plus fiables possible. Et du coup, si on ne se trompe pas, on va pouvoir vous faire économiser énormément de temps plutôt que de passer par des tableaux Excel et aussi énormément d'argent plutôt que de déployer des outils qui sont hyper chers pour tous vos athlètes. Un autre point fort, c'est que c'est également des outils qui sont déployables pour n'importe quel type de sport, que ce soit le crossfit, l'haltéro, des sports d'endurance, des sports collectifs plutôt en force ou en puissance. Ça a été créé en se basant sur des recherches qui ont été faites sur pas mal de sports. Pour parler du sujet de façon un petit peu plus concrète, en général, les objections, en tout cas les premières objections qu'on entend pour ce genre de suivi des athlètes, c'est que, alors moi je suis coach, je mesure les performances de mes athlètes tous les 2 mois et j'ai pas besoin de faire plus que ça puisque je vois tous les 2 mois que mes athlètes évoluent dans une direction ou dans une autre et du coup ça me suffit, j'ai pas besoin de faire plus. Alors qu'est-ce qu'on peut leur répondre à ces coachs-là? Alors la première réponse, c'est que le plus gros bénéfice, c'est qu'on veut pouvoir continuer à s'entraîner longtemps. Donc le premier avantage, c'est évidemment la prévention des blessures. On ne veut pas se pointer à l'entraînement comme ça et pas se soucier vraiment de ce qu'on va faire dans la séance, de ne pas pouvoir savoir quel est le niveau de volume, quelle est l'intensité, quels sont les différents paramètres qu'on a envie de travailler. On veut savoir tout ça. Et par-dessus tout, on veut essayer de mesurer l'impact qu'a l'entraînement sur l'athlète. Et il y a par exemple quelques chiffres clés, même si les ratios et les chiffres, ce n'est pas une science absolue dans la vraie vie, c'est qu'on doit en théorie pas augmenter le volume d'entraînement de plus de 10% de semaine en semaine pour essayer justement de faire cette prévention des blessures correctement et pas avoir de pic de charge qui, s'il est trop élevé ou trop récurrent, va augmenter le risque de blessure. Et ensuite, le deuxième argument, c'est la gestion de la fatigue et surtout des pics de forme, où on peut essayer de voir avant une compétition quels sont les éléments qui ont été favorables et défavorables à cet athlète pour performer, et du coup essayer d'établir des corrélations pour essayer de moins deviner est-ce qu'on va être performant avant une compétition ou un objectif perso, et essayer davantage de le planifier et de le préparer correctement. Et quand on mêle les deux principes-là, la prévention des blessures et la gestion de la fatigue, on peut essayer de voir a posteriori et même a priori, du coup, tirer des conclusions sur ce qui va venir après, sur quels sont les facteurs qui en ce moment m'empêchent de performer et du coup essayer de tirer des conclusions pour améliorer, par exemple, que ce soit le sommeil, la gestion du stress hors entraînement, l'alimentation ou la gestion de l'entraînement et son organisation dans la semaine. Alors que si on ne suit aucune donnée, eh ben, en fait, on devine un petit peu qu'est-ce qu'on va faire plus tard et on ne sait même pas si ce qu'on fait ça marche et surtout si ça pourrait marcher mieux. Donc voilà, à minima, les deux points clés essentiels, c'est la prévention des blessures et la gestion de la fatigue pour savoir quand performer. Donc la base de la gestion de la charge, on peut parler pour commencer du volume. Donc le volume, c'est très simple à calculer. Il suffit de multiplier le nombre de séries par le nombre de répétitions ou de mètres ou de kilos qu'on fait. Il y a plusieurs écoles là-dedans, mais en tout cas, ça nous permet d'avoir un chiffre qui nous permet d'avoir une base qu'on peut comparer dans le temps. Et ensuite, la base du calcul du volume, c'est d'essayer d'avoir tout le temps le même calcul pour pouvoir comparer ce qui est comparable. Et donc, un bon point de départ, c'est de commencer à prendre en compte les répétitions qu'on fait juste après l'échauffement.
de sorte qu'on commence à calculer le volume toujours du même point de départ et qu'on puisse comparer ce qui est comparable pour pouvoir voir une variation cohérente. Par exemple, ce qu'on pourrait décider de faire, c'est de ne prendre en compte dans le volume que les répétitions qui sont faites à au-dessus de 70%, par exemple. Évidemment, si vous faites du travail de puissance, vous allez avoir des poids peut-être plus légers, et donc prenez en compte les poids que vous utilisez, même s'ils sont plus légers, mais qui sont soulevés avec une intention d'intensité maximale. Prenez évidemment ça en compte, mais on ne va pas s'amuser à prendre en compte les séries qu'on fait à l'échauffement. Si vous comptez le volume que vous faites avec une barre à vide, la barre à vide n'a pas beaucoup d'effet sur votre système, et in fine, ce qu'on veut mesurer, c'est l'impact de l'entraînement et la fatigue qu'il crée sur le système du corps. Donc voilà, comme point de départ au suivi de la charge des athlètes, on peut prendre en compte le volume, qu'il soit exprimé en kilos, en nombre de répétitions ou en mètres, qu'importe ce qui est plus cohérent pour vous, et ce qui permet donc de mesurer la charge d'entraînement au sens large et du coup de pouvoir voir un petit peu les fluctuations qu'on va avoir pendant la saison et la préparation. Et pour illustrer l'utilisation, ça peut être par exemple l'athlète se sent particulièrement fatigué, tiens on va regarder le chiffre du tonnage, du nombre de kilomètres qu'on a fait dans la semaine ou autre, et du coup voir tiens ça c'est peut-être un plafond pour lequel on a besoin de travailler un petit peu plus longtemps, et du coup on va peut-être y revenir plus tard, mais en tout cas ça sera un seuil qui sera un petit peu le volume maximal tolérable vers lequel on va essayer de travailler et de dépasser par la suite. Et donc, ce qu'on peut commencer à faire, c'est enlever 5% ou 10% et du coup commencer à retravailler à partir de ce seuil-là qui sont plus tolérables. Et en parlant de baisse d'intensité comme ça, on peut parler d'ailleurs de la décharge. On considère en général, bien sûr, après à vous d'ajuster, d'individualiser en fonction de comment vous voyez les choses, mais en principe, une réduction de 25% du volume d'entraînement pour une semaine de décharge semble être le standard qu'on retrouve le plus souvent. Et dit comme ça, c'est plutôt drastique, c'est peut-être même une plus grande réduction que ce qu'on a l'habitude de faire en général, où on en fait souvent un peu trop. Mais c'est aussi ce qui est cool avec le monitoring, c'est qu'on peut essayer des choses, et si elles ne marchent pas, on sait pourquoi, et on peut tirer des conclusions pour ajuster le tir. Mais si on fait aucun suivi, c'est quoi l'erreur? Qu'est-ce qu'on doit changer? On ne sait pas, donc on n'a plus qu'à deviner. Ceci étant dit, il y a plein de coachs qui ont beaucoup d'expérience et qui ont une super intuition, mais faut mieux pas s'estimer en général qu'on est parmi ceux-là. On va plutôt estimer qu'on est des coachs ou des athlètes qui ont besoin plus d'expérience et de développer notre intuition en utilisant plutôt des données qu'en utilisant notre talent qui doit toujours être développé. Et une question qu'on peut se poser aussi, c'est à quel point ces coachs-là qui se basent sur l'intuition, même s'ils ont plein de talent, c'est est-ce qu'ils pourraient pas être encore meilleurs en utilisant des outils qui leur permettent de mieux prédire la performance, de mieux gérer la prévention des blessures et de mieux gérer les pics de forme. Après le volume, on peut parler de l'intensité, qui est quand même un des aspects les plus importants à suivre également. Et donc l'intensité, il faut la prendre en compte parce que dans le volume total qu'on va faire, on va vouloir savoir quelle est la distribution de ce volume par rapport aux zones d'intensité, et donc de répondre à la question, est-ce que je travaille à haut volume à intensité plutôt modérée, ou est-ce que je travaille avec un volume plutôt modéré lui et avec une intensité plutôt maximale. Et ça va aussi nous permettre d'améliorer notre approche de l'individualisation et de savoir entre un athlète A et un athlète B lequel tolère un seuil particulier de volume, et également le seuil que l'athlète tolère en termes d'intensité. Certains répondent mieux à des intensités plus élevées alors que d'autres non. Et donc on a envie de savoir à quelles intensités on va faire la prescription et comment l'athlète va y répondre. Et là où ça devient encore un peu plus compliqué, ça va être au niveau des intensités relatives, où si je fais par exemple une série de squats de 5 reps à 85%, ce sera probablement proche d'une intensité maximale. Alors je dis bien probablement, puisqu'on peut avoir différents profils entre les athlètes, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on va vouloir prendre en compte, et notamment avec par exemple des échelles de RPE, où il existe aussi des tables de correspondance qu'on peut trouver un peu à droite à gauche et qui ne sont pas une vérité absolue non plus, mais qui nous donnent là aussi des indications qui sont plutôt intéressantes pour essayer d'ajuster au mieux la prescription d'entraînement. Et donc, il ne faut jamais oublier que l'intensité relative est relative par rapport à elle-même, mais elle est aussi relative par rapport aux individus, où certains athlètes pourraient faire des séries peut-être de 6 ou 7 à 85%, alors que d'autres ne pourraient en faire que 4 ou 5.
Et après le volume et l'intensité, on peut aussi parler d'un suivi un petit peu plus qualitatif qui est potentiellement un simple questionnaire où on peut poser des questions au quotidien à nos athlètes aussi simples que est-ce que tu as bien mangé en termes de quantité, en termes de timing et en termes de répartition, est-ce que j'ai bien mangé les macros, les nutriments, etc. Alors on n'est pas obligé d'aller aussi loin, mais on peut le faire. Donc même le niveau zéro, est-ce que j'ai bien mangé? Parce que certains, ils peuvent arriver avant une séance le ventre vide, et du coup, c'est ce qu'on voudra évidemment éviter. Enfin, on veut pas non plus arriver avec le ventre complètement rempli, mais en tout cas, manger correctement est évidemment un facteur de performance. Ensuite, on peut avoir aussi des données sur le sommeil. Est-ce que j'ai dormi suffisamment en qualité et en quantité? Est-ce que j'ai pas trop dormi aussi? On peut avoir déjà un feeling de ça. Au niveau de l'humeur, est-ce que je me sens de bonne humeur? Est-ce que j'ai envie de m'entraîner? Est-ce que je suis motivé? Ça va aussi impacter la performance et nous permettre d'ajuster les séances. Le niveau d'énergie et de courbature, si j'ai mal partout, forcément, même si je suis en super forme, que j'ai bien dormi, j'ai bien mangé et que je suis pas stressé, mais que j'ai des courbatures de partout, je vais peut-être pas faire la même séance que si j'en avais pas. Et finalement, le stress hors entraînement, qui est souvent négligé, et qui a un impact significatif sur les performances, puisqu'évidemment, un athlète, c'est pas qu'un athlète, c'est aussi un être humain, et du coup, il a une vie en dehors de l'entraînement. Il a peut-être des études, il a peut-être un travail, il a des relations, il a des interrelations avec les autres, avec ses amis, avec son conjoint, etc. Et du coup, ce sont des sources de stress qui peuvent aussi jouer sur la performance et pour lesquelles on va avoir des indications pour adapter l'entraînement et mieux connaître ses athlètes. Et en posant ces différentes questions et en ayant des attentes différentes aussi d'un point de vue de est-ce que l'athlète va y répondre correctement, par exemple sur le point de vue de la nutrition, ça peut être aussi simple que est-ce que tu as bien mangé ou est-ce que tu n'as pas bien mangé avant la séance, est-ce que le timing était bon, est-ce que tu as mangé les choses qu'il fallait avant ta séance, mais aussi ça peut être aller jusqu'à compter les calories et du coup de la même chose sur le sommeil, ça peut être le nombre d'heures. Si on a des outils qui permettent de traquer le sommeil, ça peut être aussi ces informations-là. Et on peut du coup mesurer aussi l'implication de l'athlète dans le processus d'entraînement et est-ce qu'il a envie de s'impliquer dedans à un différent niveau. Et du coup, ça va aussi nous donner des indications pour savoir comment individualiser l'entraînement. Et les résultats de ces questions qui sont relativement subjectives peuvent être hyper intéressantes quand on va essayer d'établir des corrélations entre les niveaux de contraintes physiques perçues qu'on a. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on a fait un effort où c'était vraiment très difficile, VS c'était moins difficile, et essayer d'avoir des corrélations de est-ce que j'encaisse mieux des séances d'entraînement lorsque j'ai plus ou moins dormi, lorsque j'ai plus ou moins mangé, et peut-être s'apercevoir que quand on arrive le ventre vide avant une séance, eh ben, on a tendance à être complètement épuisé et pas réussir à encaisser la séance. Alors que quand on mange correctement et quand on fait évidemment attention à son hygiène de vie, eh ben, on va pouvoir encaisser plus facilement la charge d'entraînement. Et du coup, ce qui va être donc le plus cool et le plus intéressant, c'est d'individualiser ces paramètres-là pour voir quels sont les critères qui impactent plus cet athlète-là pour le mettre dans les prédispositions les plus favorables pour performer. Une objection qu'on entend souvent par rapport à ces questionnaires qui sont subjectifs, c'est que est-ce que les athlètes vont tricher? Alors les athlètes, est-ce qu'ils vont tricher? Il faut pas oublier que le coach, s'il demande de répondre à ces questions, c'est pas pour avoir une intrusion dans la vie ou quoi que ce soit, c'est pour vous éviter d'avoir des blessures et de mieux performer. Ils veulent pas entendre ce que vous croyez qu'ils ont envie d'entendre. Et donc la seule façon de répondre correctement à ces questionnaires, c'est en étant honnête, de la même façon que la meilleure façon d'établir une relation avec votre coach, c'est d'être honnête avec lui de façon générale. Et si vous commencez à lui mentir et à pas être honnête avec lui, vous ne serez de toute façon pas vers la bonne direction. Les préparateurs, ils veulent savoir exactement quelles sont les conditions que vous avez eues. Par exemple, si vous n'avez pas bien dormi, eh ben, quel est l'impact sur l'entraînement? Si ça se trouve, ça peut être contre-intuitif, mais peut-être que vous devez pas trop dormir parce que vous avez tendance à être un petit peu floppy si vous dormez trop. De la même façon, sur la nutrition, si vous arrivez le ventre vide et que vous performez mieux peut-être que si vous mangez trop, parce que c'est comme ça, c'est votre individualité qui fait que vous encaissez mieux la charge, bah, votre coach ne doit pas se mettre en colère contre ça. Vous devez être honnête et le but c'est d'établir des corrélations entre votre performance et votre hygiène de vie pour essayer d'améliorer votre capacité à performer, quoi.
Et d'ailleurs, si on précise un petit peu des choses sur le sommeil, peut-être que le plus important, c'est même pas le nombre d'heures que vous dormez, même si évidemment c'est important. Ce qui est le plus important, c'est la régularité, d'aller se coucher tout le temps à la même heure et se lever tout le temps à la même heure aussi, pour respecter le rythme circadien donc, et qui permet d'avoir une horloge interne qui est bien calée et qui vous permet d'être régénéré et de ne pas perturber le système et de créer une habitude positive de sommeil. Ce que disent les recherches d'ailleurs, c'est que si vous vous couchez d'habitude à 9 heures et que ce soir vous voulez vous coucher à 23 heures et que vous allez essayer d'avoir le même nombre de sommeil, bah peut-être qu'il vaut mieux que vous vous couchiez quand même à 9 heures et vous allez dormir moins. Et de la même façon, si vous avez prévu de vous lever plus tôt le lendemain et que vous voulez vous coucher à 7 heures, bon c'est difficile 7 heures, mais si vous voulez vous coucher à 7 heures, ben, il vaut mieux que vous reculiez l'heure du coucher à 9 heures comme d'habitude et que vous dormiez moins. En tout cas, c'est ce qui est recommandé par les recherches, quoi. Ensuite, ce qu'on veut faire la plupart du temps quand on veut programmer correctement, c'est prescrire un niveau de stress, donc une charge externe qu'on va mettre sur l'athlète pour produire une adaptation. Mais tout un aspect sur lequel on n'a pas le contrôle, c'est tout le stress qui se passe en dehors de l'entraînement. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, le travail, les études, les relations avec les gens, et tout ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas la main dessus en tant que coach ou professionnel de la performance, mais c'est quelque chose dont on veut avoir conscience et on veut établir une relation avec son athlète pour savoir qu'est-ce qu'il vit ailleurs qu'à l'entraînement, pour pouvoir ajuster cette prescription de l'entraînement et pour pouvoir ajuster la stratégie qu'on met en place et l'individualisation. Et donc toutes ces questions, elles peuvent être répondues avec une simple échelle de 1 à 5. Par exemple, sur le sommeil, 5 ce serait la meilleure nuit de ma vie, 3 c'est sensiblement comme d'habitude, 2 c'était pas terrible et 1 c'était vraiment une sale nuit. Et de la même façon, sur des questions sur le stress, 5, ce serait je suis hyper cool en ce moment, je suis très chill. Et 1, je me suis engueulé avec mon patron, j'ai des examens en ce moment, c'est vraiment stressant. Et du coup, à chaque fois, on peut avoir une notation très simple avec une petite échelle comme ça qui nous permet d'avoir un bon feeling et d'engager la discussion avec ses athlètes. Il y a un autre critère aussi qu'on parle assez peu, c'est l'humeur qui nous permet de voir quand on est un athlète ou coach, bah, du coup on jongle avec plusieurs facettes de notre vie. Bah, l'humeur, si elle se dégrade trop longtemps, on peut essayer en tout cas de prévenir des états d'anxiété ou même de dépression. Et du coup, c'est quelque chose qu'on veut savoir et un dialogue qu'on veut établir avec l'athlète, ou même avec les parents et avec le différent staff. Et du coup, c'est que comme ça et qu'en posant des questions et en engageant la discussion avec eux qu'on peut établir cette relation pour s'entraîner mieux, mais au final, s'entraîner mieux pour vivre mieux ou vivre mieux pour s'entraîner mieux, quoi. Et donc voilà, pour résumer, avant la séance, ce qu'on a envie de savoir, c'est est-ce qu'on a bien mangé ou pas? Est-ce qu'on a bien dormi? Est-ce qu'on est de bonne humeur? Est-ce qu'on a des courbatures ou pas? Est-ce qu'on a mal partout? Est-ce qu'on se sent énergique? Et est-ce qu'on est stressé en ce moment? Et donc ça peut nous donner déjà une photo assez intéressante au quotidien pour pouvoir ajuster la charge d'entraînement et ne pas la suivre robotiquement. Et ensuite, un autre aspect qui est très important d'évaluer, c'est la difficulté perçue de la séance. Et donc là aussi, c'est très simple, on peut simplement utiliser une échelle de RPE de 1 à 10. Donc 1, je ne me suis pas entraîné, et 10, l'entraînement était extrêmement dur. Et avec ça, on peut réussir à essayer de mettre en corrélation l'intention qu'on avait dans la séance. Si l'intention de la séance était de faire une séance de récup et que l'athlète nous note la séance comme étant 8 ou 9, bah, on peut se demander pourquoi et justement aller se tourner vers le questionnaire d'avant la séance, de savoir pourquoi il a eu autant de mal, est-ce qu'il a mal dormi, est-ce qu'il a mal mangé, etc. Et à l'inverse, évidemment, si l'intention de la séance était de se mettre dans le rouge et d'avoir une charge qui était plutôt élevée, bah, de voir pourquoi l'athlète, s'il a répondu enfin, que la séance était plutôt facile, bah, qu'est-ce qui fait qu'il a été aussi peu sollicité par la séance, puisqu'on avait prévu que ce serait le cas, et du coup bah, d'essayer de savoir pourquoi il était particulièrement en forme, et peut-être même qu'on a eu le temps d'ajuster le tir avant la séance si le questionnaire nous était favorable. Et c'est comme ça donc qu'on peut ajuster les séances au quotidien et pas suivre robotiquement le programme parce qu'on a toujours des imprévus, que ce soit par rapport à la vie, aux blessures et aux différentes modalités de récupération qu'on a entre les séances. Et donc on veut ajuster les séances et pas les suivre robotiquement. Et pour revenir du coup sur CRPE, c'est aussi intéressant de voir
des athlètes différents qui suivraient plus ou moins la même séance d'entraînement et de voir les différences de réponse au questionnaire et les différences de réponse à l'intensité perçue et de pouvoir comparer pour toujours faire un pas de plus vers une meilleure individualisation. Et quand on parle donc du suivi, du monitoring de la charge, ce qu'on peut établir comme mesure, donc on a parlé du volume, de l'intensité, on peut parler du tonnage, on peut parler de la distance totale, on peut parler de la durée de la séance. Tous ces paramètres-là vont nous aider à connaître la contrainte qu'on a voulu mettre sur l'athlète, donc la charge externe, et du coup on peut établir des données qui sont plutôt très cool et intéressantes, typiquement mesurer la charge d'entraînement des différentes séances. Et quand on a établi donc la charge d'entraînement des différentes séances, on peut voir quelle est la variation de la charge d'entraînement entre les séances et du coup établir un score donc qu'on appelle la monotonie qui nous permet de savoir à quel degré on a suffisamment de variation avec des séances à intensité, à stress élevé en tout cas, et à stress plus faible pour susciter la récupération et éviter les blessures. Et du coup, grâce à ces outils-là, donc de contraintes et de monotonie, on peut réussir à éviter le sous-entraînement, le surentraînement et essayer d'avoir une meilleure organisation de l'entraînement dans la semaine avec des jours de récupération ou des jours plus légers adéquats entre les grosses séances. Et grâce à ça, encore une fois, ça nous permet d'établir des seuils donc de contraintes de charge et de se dire, ah bah tiens, à partir de tel seuil de charge, je me rends compte que j'arrive plus à progresser et que l'athlète est battu par l'entraînement. Et du coup, ce sera le bon timing a priori pour faire peut-être une semaine de décharge pour ensuite repartir en surcharge progressive de semaine en semaine. Et donc de gérer notre surcharge en évaluant donc la charge de semaine en semaine et en s'assurant qu'on ne dépasse pas 10% de surcharge par semaine, là aussi pour avoir une surcharge qui soit progressive et pour pas stagner, pour pas stagner du tout et pour éviter la stagnation et éviter les blessures. Donc ce sera deux choses qu'on voudra faire en parallèle, puisqu'évidemment si on a un pic de charge, on va vite stagner puisqu'on n'aura pas eu le temps d'avoir de l'adaptation. La surcharge n'aura pas été assez progressive et en plus si la surcharge n'est pas assez progressive, le corps n'est pas prêt. Donc de une, il stagne, mais de deux surtout, on risque de se faire mal. Et quand on agrège un petit peu toutes ces données et qu'on fait peut-être une prise de recul sur une période un peu plus longue, on peut réussir à avoir des corrélations et des tendances, typiquement à quelle période un athlète a été particulièrement en forme et à quoi ça a été dû. S'il a fait une bonne performance par exemple, on peut voir s'il a bien dormi, s'il a bien mangé, s'il était peu stressé, etc. Et on peut du coup faire une rétrospective a posteriori de ce qui s'est passé et mieux connaître l'athlète et essayer de reproduire le schéma lorsqu'il a été positif et essayer de trouver une solution alternative lorsque le schéma a été négatif et que l'athlète a sous-performé et qu'il n'a pas été bon. Et du coup, c'est uniquement en essayant de suivre ces données qu'on peut tirer ces conclusions-là, répéter ce qui a été bien fait et essayer de changer ce qui a été mal fait. Et si on ne suit pas tout ça, encore une fois, hein, c'est un peu comme deviner quelque chose au doigt mouillé, quoi. Et d'un point de vue un petit peu plus pragmatique au quotidien, comment on peut utiliser ça? Typiquement, si j'ai très mal dormi, que j'ai pas réussi à bien manger, peut-être que même je suis malade, et que j'ai un entraînement X de prévu, peut-être qu'on va vouloir ajuster la charge d'entraînement, donc l'intensité ou le volume à la baisse. Parce que si on fait la séance comme prévu, on va se mettre dans le rouge et potentiellement on va pas réussir à récupérer correctement et ça va remettre en question la stratégie du microcycle, du mésocycle et du bloc d'entraînement. Alors que du coup, si on l'ajuste à la marge à chaque fois en fonction de comment on se sent, ça permet de préserver la stratégie long terme et du coup d'être beaucoup plus flexible et beaucoup plus agile dans l'entraînement qu'on met en place. Et en général, quand on est compétitif, même quand on se sent mal, on veut tout le temps faire l'entraînement, voire même faire plus. Mais c'est pas du tout ce qu'on doit faire. On doit vraiment avoir la bonne prescription d'entraînement par rapport au jour. C'est comme faire une overdose d'un médicament qui serait bénin. Si on en prend trop, on se sent pas bien. De la même façon que si on s'entraîne trop, on se sent pas bien. Et l'objectif, c'est d'avoir la bonne prescription par rapport à l'état de forme dans lequel on se trouve au jour le jour. Et c'est comme ça qu'on peut l'adapter en se faisant un petit suivi au quotidien, hein. Il suffit de 5 questions notées sur 5 et un RPE de session à la fin de la séance. Et on peut réussir à avoir tous ces indicateurs de façon
facile et intuitive. Et ce qu'on peut s'amuser aussi à voir et qui est plutôt cool et intéressant, c'est les cycles de surcompensation. Donc si un athlète est hyper fatigué à un moment, bah, peut-être que c'est pas de sa faute, peut-être que si c'était prévu, c'est justement qu'on a fait une bonne période où on s'est entraîné dur, là il est fatigué, et si ça a été prévu comme ça par le coach, eh ben, c'est le moment pour qu'il soit fatigué, et normalement juste après, peut-être que quelques jours après, une semaine après, eh ben, la même séance, il va la démolir, il va être super bon, quoi. Mais si l'athlète se sent pas bien un jour où on n'avait pas prévu qu'il se sente pas bien, bah là, on va pouvoir se poser la question, est-ce que c'est dû à son stress, est-ce que c'est son hygiène de vie, ou est-ce que c'est notre programme qui fait fausse route? Et là, bah, ça nous donnerait une bonne raison de discuter et de se remettre en question à ce moment-là. Et même pour les coachs bah, qui peuvent écouter ce podcast, on est tous en train d'essayer de rassembler les connaissances qu'on a, l'expérience qu'on a, mais on peut jamais anticiper si le programme va marcher comme attendu parce que déjà ce qu'on maîtrise pas, c'est l'athlète, sa vie en dehors de l'entraînement. Et du coup, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de deviner en fonction voilà, de notre expérience qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va le mieux marcher et ensuite de l'appliquer, de tester et ensuite de le remettre en question. Mais en aucun cas, un programme est sûr de marcher à 100% et ceux qui en vendent en disant que mon programme marche, c'est sûr à 100%, ils sont complètement fausse route, puisque de toute façon, entre un athlète A et un athlète B, le programme ne va pas avoir du tout les mêmes résultats, et donc on peut pas du tout, enfin les principes scientifiques de l'entraînement, l'individualisation, c'est quand même une des bases, et forcément, en fonction de ça, on peut pas du tout avoir une assurance qu'un programme va marcher, et donc on est obligé d'avoir ce suivi individualisé des athlètes pour essayer de l'adapter au mieux et le personnaliser. Un template sur Internet, ça ne vaut rien. Et proposer un programme à un athlète bah, qui marche pas forcément pour lui, c'est pas forcément une faute, si on se remet pas en question, si on se remet en question et qu'on a envie de l'individualiser, mais c'est simplement un programme qui ne marche pas, c'est simplement une hypothèse qui n'a pas marché, et il aurait très bien pu marcher avec un autre athlète, et ce qu'on va vouloir faire, c'est bah, du coup essayer de mieux connaître l'athlète, essayer de faire un suivi avec lui, et essayer de l'individualiser pour trouver quelle est la bonne formule qui lui correspond à lui. Mais c'est impensable qu'un programme puisse marcher auprès de 100 personnes d'un coup, à moins qu'on s'adresse à des débutants, bien sûr. Voilà. Et si on rentre un peu plus tiens, dans les détails un peu plus techniques, même si c'est accessible, c'est l'indice de charge chronique aiguë. Donc alors ces termes, ils font un peu peur, mais en fait c'est très facile à comprendre. Il suffit de prendre la charge de la semaine en cours, donc admettons c'est 100, et on va prendre la moyenne des 4 dernières semaines. Donc admettons, pour faire simple, on va prendre les 3 dernières semaines, 80, 90 et 100. Et donc, la moyenne sera à 90. Et si la charge de la semaine en cours est à 90, donc le ratio sera à 1, c'est-à-dire que l'entraînement de la semaine en cours est sensiblement le même que les 3 dernières semaines. Et on va toujours vérifier que cet indice, en principe, soit entre 0,8 et 1,5, sachant que s'il est à 0,8, ça veut dire qu'on est en sous-entraînement et qu'on va perdre les adaptations. Après, rien n'empêche de le faire, par exemple, pendant une semaine de décharge, puisque ce sera une période qui sera assez courte et on voudra surtout recharger les batteries, avec une baisse donc de 25% en principe, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ce qu'on va surtout vouloir éviter, c'est d'avoir un pic de charge à la hausse bah, qui va augmenter le risque de blessure. Et en général, le standard, c'est d'avoir bah, une augmentation du volume qui est inférieure à 10% de semaine en semaine. Donc si vous augmentez la charge de 20%, 30% de semaine en semaine, il a des bonnes chances que ça se passe pas très bien. Et donc ces seuils de 0,8 et 1,5, c'est rien d'autre que des seuils qui sont... Enfin, c'est bien de rester entre les deux pour éviter tout risque qui n'est pas voulu spécifiquement. Après, on va pouvoir les dépasser dans certains cas, mais de façon générale, il vaut mieux rester entre ces seuils-là. Et donc tous ces outils ne sont pas si difficiles que ça à mettre en place, et à mesure qu'on prend de l'expérience, on peut prendre confiance dans la lecture que l'on fait de ces indicateurs, et ensuite ils peuvent nous guider dans nos décisions d'entraînement. Un autre indicateur qui est plutôt intéressant, c'est la monotonie,
qui en fait part du principe bien connu qu'on doit onduler les jours d'entraînement entre chaque jour autant que de semaine en semaine. Et pour illustrer ça, si on faisait tous les jours le même entraînement avec la même charge d'entraînement, on aurait un risque de blessure qui serait accru. Ça violerait un petit peu le principe de surcompensation qui veut qu'on applique un stress, ensuite on récupère et ensuite on surcompense. Donc si on n'a pas assez de variation, en fait on fait tout le temps la même chose, on n'a pas la place pour la récupération et donc on n'a pas la place pour surcompenser et créer les adaptations nécessaires à la progression. Et une illustration de la variation qu'on peut avoir au cours d'une semaine, c'est par exemple, donc je ne dis pas qu'il faut faire comme ça, mais en tout cas c'est un exemple qui est applicable. C'est par exemple le lundi, on peut avoir un jour à volume très élevé et à intensité relativement modérée. Le mardi, avec un volume qui est plutôt modéré quant à lui. Le mercredi, peut-être que ça va être un jour de récupération très light. Le jeudi, peut-être que ça va être un jour de repos complet. Et le vendredi, admettons, ça va être un jour à intensité très élevée, mais avec un volume plutôt cool. Et on voit du coup que les différentes modalités de variation qu'on peut avoir et qu'on peut trouver dans les jours d'entraînement, en fait, sont un petit peu cousines de ce qu'on peut retrouver dans l'ondulation d'un mésocycle entre les semaines où on va augmenter la surcharge de semaine en semaine jusqu'à arriver à une semaine de décharge et ensuite repartir sur une surcharge. Un petit peu, on peut avoir le même schéma sur une semaine d'entraînement. Et un autre aspect intéressant de la monotonie, alors je ne vais pas rentrer dans des détails pour les calculs à l'oral comme ça, mais en fait l'impact de la monotonie, c'est-à-dire qu'au plus la monotonie reflète une variété dans l'entraînement, au plus on va pouvoir tolérer la charge d'entraînement et donc la contrainte va être faible. C'est-à-dire que même si la charge est très élevée, si on a une très belle variation d'entraînement entre les jours d'entraînement et même entre les semaines, on va arriver à s'entraîner plus parce qu'on aura plus la place à la récupération entre les séances difficiles et donc on pourra mieux les assimiler et donc on pourra mieux encaisser une charge d'entraînement. Alors que si on s'entraîne tous les jours de façon plus ou moins similaire avec la même charge d'entraînement, on ne pourra pas récupérer et donc on ne va pas pouvoir faire autant que si on avait une bonne variété entre les jours d'entraînement. Un autre esprit critique qu'il faut garder sur ce chiffre, c'est que même si votre monotonie est un peu élevée, c'est-à-dire que vous avez peu de variations entre vos jours d'entraînement, mais que votre volume d'entraînement n'est pas très élevé, admettons que vous faites un entraînement au poids de corps tous les jours, donc il y aura un stress qui sera relativement quand même bien plus faible qu'un entraînement avec des charges additionnelles, vous aurez un risque de blessure qui sera relativement faible. Mais par contre, si vous avez un volume qui est élevé et qu'en plus votre variation n'est pas très bonne et donc votre monotonie est élevée, alors là vous avez un risque accru de blessure. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour des principaux indicateurs, alors vous vous demandez, après tous ces indicateurs, tous plus intéressants les uns que les autres, par où commencer? Ce que vous pouvez faire pour commencer, c'est simplement calculer le volume, le tonnage ou la distance en fonction du sport que vous faites, si vous soulevez du poids ou que vous allez plutôt compter le volume en distance. Et vous allez simplement faire le total par jour, par semaine et par mois. Notamment, ce qui est le plus important, c'est quand même par semaine. Comme ça, vous allez pouvoir mesurer que la surcharge ne dépasse pas 10% de semaine en semaine. Et vous pouvez aussi simplement effectuer des petits questionnaires avant les séances sur votre niveau d'alimentation, le sommeil, l'humeur, le stress hors entraînement. Et à partir de ça, ça vous donne un super bon point de départ pour pouvoir traquer et monitorer un petit peu le bien-être et la qualité de votre programme. Et la beauté de tous ces indicateurs, c'est qu'ils sont valables pour n'importe quel sport. Donc qu'on compte des répétitions, un nombre de kilos, un nombre de kilomètres, un nombre de mètres ou quoi que ce soit, les ratios sont les mêmes et donc on peut avoir une lecture qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. Et en plus, on peut échanger entre coachs de différents sports pour affûter un petit peu notre stratégie d'entraînement. Et vous pouvez récolter une tonne d'informations rien qu'en faisant ça. Et donc, que vous soyez un coach ou un athlète, que vous fassiez du foot, du rugby, du basket, de l'athlétisme, du crossfit, de l'haltéro ou n'importe quel sport, tous ces indicateurs peuvent être appliqués de la même manière, puisque les principes scientifiques de l'entraînement sont les mêmes qu'importe le sport, puisqu'on a tous le même corps humain, même s'il va y avoir des spécificités, la spécificité entre les sports va être plus impactée par la qualité des exercices qu'on va choisir,
mais l'organisation de l'entraînement, euh, qu'on soit un bodybuilder ou un haltérophile ou un joueur de foot, on est tous régis par le principe de surcharge, par la surcompensation, par les différences individuelles, etc. et tous les autres principes scientifiques, et donc tous ces indicateurs-là seront applicables de la même manière. Et bien sûr, par rapport aux méthodes d'entraînement, on va dire standard, et enfin en tout cas les plus répandues en ce moment, ça ajoute forcément un petit peu de travail de récolte de données et d'analyse, mais l'avantage c'est qu'on a récolté plein de ressources sur le site theperfclub.com, que ce soit à travers le blog ou notre centre de documentation où on parle de tous ces ratios en détail. Et la magie de The Perf Club, c'est qu'on a développé un outil qui vous permet d'analyser votre programme et votre bien-être pour vous entraîner mieux. Et donc, on a des outils qui vous permettent donc d'autoréguler vos séances en fonction de la fraîcheur des athlètes pour optimiser vraiment les séances. En deux, on a aussi la possibilité de, autant que faire se peut, la prévention des blessures qui sont dues au surentraînement et au sous-entraînement, donc à l'aide des ratios qu'on vient de voir. Et on a aussi une meilleure gestion de la fatigue qui nous permet de prendre conscience qu'on est dans un bloc où on crée de la fatigue pour s'entraîner, pour progresser à moyen terme, ou qu'on est dans un bloc plutôt qui favorise la fraîcheur avant de faire une compétition ou un objectif perso. Et donc la seule chose que vous avez à faire avec cet outil, c'est simplement de rentrer vos exercices dedans, et tous les calculs sont faits automatiquement. Donc que ce soit les calculs de surcharge pour savoir si vous êtes en sous-entraînement, en entraînement optimal ou en surentraînement, pour savoir si votre variation est bonne et que vous avez suffisamment de variation pour susciter la récupération et éviter les blessures. Et vous avez tout un rapport sur votre hygiène de vie pour savoir qu'est-ce qui pêche le plus et quels sont les facteurs dans lesquels vous êtes les meilleurs en termes de sommeil, d'hydratation, d'alimentation, de stress, etc. Et tous les exercices sont directement catégorisés, donc que ce soit un travail que vous travaillez plus en force, en puissance, en explosivité, en endurance, en fractionné, tout est calculé automatiquement. Et donc, je vous invite à aller faire un tour sur theperfclub.com et vous pouvez essayer gratuitement et je serai heureux de répondre à vos questions, que ce soit par mail, par Instagram ou par n'importe quel chemin que vous voulez. C'est toujours un plaisir de répondre aux questions, de faire connaissance et de parler d'entraînement. Et voilà, j'espère que ce petit podcast vous a plu et qu'on se retrouvera bientôt sur un nouveau podcast sur The Perfcast. À bientôt et bon entraînement. Salut!